Bienvenue. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Justine et avec mon mari Martin, nous sommes en parcours de PMA. Je filme mon parcours de FIV, donc si tu veux découvrir ces vidéos, n'hésite pas à regarder la playlist PMA sur ma chaîne. Avant de commencer, il est important que je précise que je vais parler de sujets sensibles comme les fausses couches, l'infertilité, l'anxiété et la santé mentale. Donc si c'est des sujets pour lesquels tu es sensible actuellement, n'hésite pas à arrêter cette vidéo et à revenir plus tard. Je précise également que je ne suis pas médecin et ce que je vais partager, c'est mon expérience. Si j'aborde certaines choses, ça peut ouvrir des pistes, mais avant de prendre une action, n'hésitez pas à demander l'avis médical d'un professionnel. Quand j'ai démarré le parcours PMA, j'aurais adoré avoir plus de témoignages et donc c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo pour pouvoir documenter mon parcours pour moi dans un premier temps, voir un petit peu mon évolution, mais également potentiellement aider une personne peut-être à se sentir moins seule. Pour illustrer cette vidéo, je vais utiliser des photos et des vidéos que j'ai prises durant mon parcours PMA. C'est des moments où j'étais vulnérable, où je n'étais pas au meilleur de ma forme, mais je pense que c'est important de montrer toutes les facettes du parcours, comme les moments où il y a eu beaucoup d'émotions, de la tristesse, de la vulnérabilité, de l'anxiété, mais je vais aussi partager du positif, parce que la PMA peut aussi apporter quelques aspects positifs. Donc c'est parti pour la première partie, diagnostic. Et la première question, comment as-tu su qu'il fallait consulter? Combien de temps as-tu essayé de concevoir naturellement avant de te tourner vers la PMA? D'abord, j'ai arrêté la contraception en 2022 parce que j'étais chez mes beaux-parents et j'avais oublié de prendre ma pilule dans mon sac de voyage. Et je me suis dit que c'était le bon moment puisque ça faisait bientôt 7 ans qu'on était ensemble avec Martin et le sujet d'avoir des enfants revenait assez régulièrement. Et je savais que mon corps devait se réhabituer aussi à vivre sans la prise d'hormones avec la contraception. Donc la première année, j'ai eu très peu mes règles, je crois que je les ai eu qu'une seule fois. Et j'ai eu des symptômes comme de l'acné et la perte de cheveux. Et je voyais déjà qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas, mais je me suis pas tout de suite inquiétée parce que j'avais vu que après une longue période de prise de pilules, ça prenait un certain temps avant d'avoir de nouveau des cycles réguliers. Mais l'année suivante, ça y est, je me suis mariée, ça faisait 1 an qu'on avait arrêté la contraception. Et là, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'aller consulter, j'ai toujours pas de cycle régulier. Et donc, j'ai été voir mon médecin traitant, qui est une femme qui est au fait des sujets d'infertilité, qui connaît les maladies féminines. Et quand je lui ai un petit peu parlé de mes symptômes, elle m'a parlé du SOPK et que potentiellement, c'était quelque chose que je pouvais avoir. Et donc, en allant la voir, elle m'a prescrit une prise de sang et de faire une échographie pelvienne pour voir s'il y avait quelque chose qui se passait de ce côté-là. À la prise de sang, il n'y a rien eu d'anormal qui a été détecté. Par contre, quand on a fait l'échographie, là, on a su que j'avais des ovaires polykystiques. Donc normalement, les ovaires doivent avoir un certain nombre limité de follicules par ovaire par cycle. Et au moment de l'ovulation, il y en a un qui se développe plus et qui va permettre l'ovulation. Quand on a les ovaires polykystiques, on a plein de petits follicules, mais aucun peut se développer parce qu'il n'y a pas assez de place pour pouvoir avoir un beau follicule qui va permettre ensuite l'ovulation. Et moi, sur chacun de mes ovaires, j'ai plus le nombre exact, mais j'en avais 70 d'un côté et 80, ce qui est énorme. Donc là, j'ai su que j'avais le SOPK et donc c'était une sage-femme échographe, je pense que ça se dit, m'a tout de suite conseillé de partir sur un parcours PMA. Elle m'a dit prenez rendez-vous avec ce docteur. Par contre, prenez rendez-vous maintenant car il y a un long délai d'attente avant d'avoir ce rendez-vous. Et donc là, on était en octobre 2023 et j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec ma spécialiste PMA qui me suit toujours actuellement en février 2024. Deuxième question, comment as-tu découvert que tu avais le SOPK, endométriose et adénomiose? Donc du coup, pour le SOPK, je viens de dire ce qui s'est passé. Quand on a fait l'échographie, elle m'a dit que potentiellement, il était possible que j'avais de l'endométriose parce qu'elle voyait quelque chose, mais elle n'était pas certaine. Et donc, quand je vais voir ma spécialiste PMA en février, elle me dit tout de suite, on va faire des prises de sang beaucoup plus poussées et vous allez faire un IRM pelvien pour pouvoir voir s'il n'y a pas de l'endométriose. Et donc, je vais faire mon IRM, moment pas non plus très agréable. À ce moment-là, on détecte que j'ai à la fois de l'endométriose et à la fois de l'adénomiose. Et donc pour expliquer ce qu'est l'adénomiose, parce que j'arrive toujours pas à bien l'expliquer, j'ai demandé à ChatGPT de me le décrire simplement. Donc c'est une maladie de l'utérus. En termes simples, c'est quand la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, appelée l'endomètre, se met à pousser à l'intérieur du muscle de l'utérus, le myomètre, là où elle ne devrait pas être. Donc l'utérus devient plus gros et plus sensible, les règles peuvent être très douloureuses et plus abondantes. Parfois, cela peut aussi causer des douleurs en dehors des règles ou des difficultés à tomber enceinte. Prochaine question, comment as-tu vécu l'annonce qu'il fallait
passer par une FIV. Alors au début, quand j'ai su juste pour le SOPK, c'est tombé au même moment où quelqu'un de très proche de moi a annoncé une grossesse, mais ça m'a rappelé que moi, en fait, ça allait pas être aussi facile que ça. Donc ça a été compliqué, mais je pense que le pire, ça a été quand j'ai su que j'avais d'autres choses, et là je me suis dit mince, ça va être vraiment complexe. Beaucoup d'émotions. Sur le moment, j'ai cru que en fait, je n'aurais jamais la chance d'avoir des enfants parce que j'avais beaucoup trop de choses pour que je puisse y arriver. Pourquoi avoir choisi la FIV plutôt que l'insémination? Donc forcément, avec le diagnostic que j'avais qui était triple, adénome endométriose SOPK, et j'avais aussi un utérus à fond arqué. Elle m'a dit que c'était pas non plus ce qui allait poser problème. Elle m'a dit que pour augmenter mes chances, il valait mieux aller directement en FIV. Et moi, comme je voulais mettre toutes les chances de mon côté, je me suis dit que ce serait le plus simple. J'ai accepté en fait de commencer directement par une FIV. On a eu plusieurs mois qui se sont passés entre le premier rendez-vous de février 2024 et la première tentative de FIV en septembre 2024, parce qu'il y a eu d'abord tous les examens complémentaires qu'il fallait faire, et il fallait aussi attendre la rentrée parce qu'en août le laboratoire est fermé. En septembre, je commence la première stimulation, et en fait au bout de 5 jours je vais faire le premier contrôle avec ma spécialiste, et en fait on se rend compte que je suis déjà en train d'ovuler, et donc elle me dit c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir faire la FIV. Donc j'étais super déçue, mais elle m'a dit sur un malentendu, il est possible que vous puissiez tomber enceinte. Je fais un contrôle 15 jours après ce rendez-vous, et en fait il s'avère que je suis tombée enceinte. Alors là j'étais en joie parce que je pensais sincèrement que je n'allais pas du tout arriver. En plus de ça, c'était tellement inattendu. Première tentative de FIV qui se transforme finalement en une stimulation simple, ça devient une grossesse. Comme c'était tellement inattendu, j'y crois. Mais malheureusement, au bout de 8 semaines d'aménorrhée, je vais faire la première écho, et on se rend compte que la grossesse, elle s'est arrêtée. Elle me dit que c'est sûrement peut-être l'embryon qui n'était pas viable. C'est vraiment compliqué parce que j'y croyais vraiment à cette grossesse, et je pense qu'à partir de là, je commence plusieurs mois dans un état d'esprit qui est totalement différent. J'accepte pas forcément que ça n'ait pas fonctionné, et je m'entête à enchaîner les protocoles. Mais ça m'a quand même redonné de l'espoir parce que je me suis dit, t'as réussi quand même à tomber enceinte juste avec une stimulation, potentiellement ça peut refonctionner. Et donc après ça, j'enchaîne plusieurs stimulations ovariennes, une en décembre et une en janvier. Et sur ces stimulations, en fait, je développe un endométrium suite à la prise d'hormones pour la stimulation des follicules. Et cet endométrium est de 5,5 cm, donc elle me dit pour l'instant on va le laisser comme ça, il n'y a rien à faire, on va le surveiller, mais on va quand même par contre arrêter les stimulations parce qu'on se rend compte que ça a peut-être un effet qui est trop négatif sur votre corps. Je montrerai des photos, mais plein d'acné, la rétention d'eau, j'ai le visage gonflé. Et ce qu'elle me dit aussi quand elle me diagnostique cet endométrium, c'est que l'ovaire gauche, là où se trouvait l'endométrium, donc le kyste ovarien, potentiellement peut impacter le fonctionnement de cet ovaire, et qu'il y aura peut-être que mon ovaire droit qui va fonctionner. Alors là, je commence à paniquer en me disant bon, peut-être qu'en enchaînant ces protocoles, j'ai fait pire que mieux parce que il y a potentiellement un de mes ovaires sur 2 qui ne fonctionne plus. On démarre quand même la stimulation, mais ce coup-ci dans le cadre de la FIV en avril. Mon ovaire gauche finalement fonctionne et même donne pas mal de follicules à la fin. On a pu remarquer à la ponction. Peut-être ça a pu aider, je ne suis pas certaine, mais j'ai été voir un ostéopathe qui m'a énormément aidé à stimuler mon ovaire gauche pour qu'il puisse fonctionner également. Et donc on arrive au jour de la ponction en avril. Mais ça, je vais en parler dans la partie suivante. Avant de passer à celle-ci, je vais terminer sur les autres questions sur le protocole. Les piqûres, c'est vraiment aussi difficile qu'on le dit. Est-ce que c'est toi qui les faisais toi-même ou c'est quelqu'un d'autre? Et des astuces pour que ce soit moins difficile. Donc clairement, les piqûres, je m'attendais à pire. C'était pas vraiment pas le pire. Je vais pas dire que c'est agréable de se faire des piqûres, mais c'était pas non plus très douloureux. Et au début, c'était Martin qui me faisait les piqûres parce que comme ça permettait aussi de l'appliquer un petit peu dans le process. Et quand il pouvait pas, il avait des rendez-vous, il était absent, je m'en occupais toute seule. C'était soit dans le ventre, soit dans la cuisse. Et j'avais quand même quelques bleus, quelques hématomes. C'est pas ça le plus douloureux, en tout cas personnellement. Dernière question pour cette partie, quels ont été les effets secondaires du traitement hormonal sur ton corps, ton poids, ton humeur? Énormément d'acné. Je prends 8 kilos quand même en l'espace de quelques mois. D'un point de vue santé mentale, morale, c'est très compliqué. C'est vraiment les montagnes russes. J'étais tellement émotive, la moindre petite chose, c'était compliqué. Et aussi, j'ai énormément dormi. D'un point de vue professionnel, ça a été compliqué. J'étais plus du tout aussi performante. J'avais un brouillard mental
C'était très compliqué pour moi d'avoir de l'énergie. D'un point de vue sportif, en plus avec l'endométrium, c'était compliqué. Donc bref, une période pas très joyeuse. Et je vais m'arrêter là pour la partie 1 et je reprendrai un peu plus tard pour la partie 2 qui sera sur la ponction et le transfert. On se retrouve pour la deuxième partie sur la ponction et le transfert avec la première question. Comment s'est passée la ponction ovocytaire? Est-ce que tu as eu mal? Comment s'est passée l'anesthésie? Et la récupération après. Donc la ponction, c'était sous anesthésie générale. Le défi pour ma gynécologue, c'est que j'avais mon endométrium dans mon ovaire gauche et donc elle devait ponctionner les follicules sans toucher à l'endométrium. Et quand je me suis réveillée en salle de réveil, je n'avais pas de douleur. C'était très rassurant. Pareil, quand je suis retournée dans la chambre, quand j'avais repris mes esprits, ça allait. Et l'après-midi, je sentais que j'étais fatiguée, mais ça allait. Et en plus de ça, j'ai eu ma feuille avec mes résultats, j'étais très contente. Combien d'ovocytes obtenus? Donc sur le papier qui était posé, j'ai pu voir que j'avais 30 follicules qui ont été prélevés. Et ensuite, j'ai eu l'appel de ma gynécologue qui m'a dit qu'il y avait en fait 20 follicules de bonne taille. Et les 10 autres n'étaient pas assez grands. Mais 20, c'était déjà énorme et j'étais très très contente. Combien d'embryons avez-vous obtenus? Donc au total, on a eu 8 J5 et 2 J6, donc une dizaine au total. C'est vraiment très positif et on a été très très contents du résultat. Autre question, vous avez opté pour un transfert frais ou congelé? Comme j'ai les ovaires polykystiques et que a priori j'avais déjà une légère hyperstimulation, elle m'a dit non, on va faire un transfert d'embryon congelé. Et donc on a fait 1 mois d'attente. On passe à la question suivante qui est comment s'est passé le jour du transfert. Mais avant de parler de ça, on va parler de mon opération du kyste ovarien de mon endométrium. Parce que durant le mois de pause, je commence à avoir des symptômes amplifiés. Des symptômes que j'avais déjà eu par le passé, peut-être dus à l'endométriose, le SOPK, l'adénomiose, mais là, c'est plus particulier. J'ai des nausées extrêmement fortes, j'ai le ventre gonflé, je suis fatiguée, je suis tout le temps essoufflée, je me tiens le ventre parce que c'est douloureux. Je montrerai une photo, mais vraiment gonflée, je crois que je l'avais jamais eu autant gonflée. Je pense même que je suis tombée enceinte. J'ai tous les symptômes d'une grossesse et c'est bizarre. Je fais des tests, malheureusement, c'est négatif. Et je vais voir ma gynécologue début juin pour prévoir le transfert. Et là, on se rend compte à l'échographie que mon endométrium a atteint une taille de 7,5 cm, ce qui est énorme. Elle me dit on va devoir opérer dès demain. Donc je sais plus quel jour, mais j'ai rendez-vous le lundi. Elle me dit mardi matin, vous venez, on va vous faire l'opération sous anesthésie générale. Donc pas le choix parce qu'elle me dit que ça va être compliqué pour le transfert, pour moi, ma santé. Donc cette opération pour moi, dans tout le parcours, ça a été ce qui a été le plus douloureux. Je parle en termes de douleur physique, bien sûr. Je pars pour l'anesthésie. A priori, elle a dû s'y reprendre à plusieurs fois, ça a duré un peu plus longtemps. Et quand je me réveille, une douleur pas possible, je demande à ce qu'on me donne des antidouleurs. Pour m'en remettre de cette anesthésie, il m'a fallu quand même 1 semaine. Ça a été compliqué. En plus de ça, je devais préparer mon corps au transfert qui avait lieu 1 semaine après. J'ai fait une vidéo qui résume tout ça. Ce sera plus simple d'aller la voir. Je vais peut-être pas rentrer en détail exactement de toute cette semaine. On arrive au transfert et là, c'est un moment très agréable. On voit notre embryon à l'écran. Ça se passe très bien. C'est pas douloureux, très positif. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais on a une fenêtre un peu type drive du McDonald's. On nous donne la pipette avec l'embryon et c'est un moment assez chouette. Qu'est-ce qu'on t'a conseillé de faire ou ne pas faire après le transfert? Alors je ne sais plus, pareil, je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais pas de sport extrême, pas de rapport. On passe à une autre partie, l'attente et le résultat. Donc comment as-tu géré les 2 semaines d'attente avant la prise de sang? Alors je m'étais forcée à ne pas aller faire de tests, donc c'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à la veille où j'ai fait un test qui était légèrement positif, donc j'étais contente, mais comme j'avais déjà eu des mauvaises nouvelles par le passé, je me suis dit je ne vais pas tout de suite me réjouir, on va attendre. Je continue avec les autres questions. Quel a été le résultat de tes tentatives? Donc à J11 post-transfert, on a eu un taux de bêta-HCG de 35, donc bonne nouvelle, ça voulait dire qu'il y avait une grossesse, mais que le taux était quand même assez faible, et ce qui a donné une grossesse biochimique. C'est une grossesse qui a démarré, mais qui s'arrête très rapidement. Donc à partir de là, elle me dit que normalement, il faut 3 fausses couches pour faire des examens complémentaires, mais que pour moi, on va les faire dès maintenant parce que j'ai déjà un parcours qui est assez long. On fait une prise de sang encore plus poussée et on me dit qu'on va faire une hystéroscopie, une biopsie de l'endomètre. Je passe à la partie aspect pratique. Quel a été le coût d'une FIV? Est-ce que c'est remboursé? Alors, on a beaucoup de chance en France, il y a pas mal de choses qui sont remboursées, mais il y a quand même de l'argent à mettre pour ce projet. Et il y a des piqûres, par exemple Progiron, des piqûres de progestérone qui ne sont pas remboursées, qui sont, il me semble, à 12-15 € par jour. Pareil, j'ai plus le montant exact, si je le retrouve, je le mettrai. Il y a aussi des dépassements d'honoraires à payer, je sais plus exactement les montants, mais pareil, je remettrai si je retrouve exactement ce que j'ai pu payer, mais il me semble
environ au total, ça devait faire du 3 000 € de ma poche sur un an. Autre question, combien de tentatives as-tu faites au total? Donc la première stimulation ovarienne qui était censée être une FIV qui a donné une grossesse, 2 autres stimulations ovariennes derrière qui n'ont rien donné, la FIV avec la ponction et un transfert. Comment as-tu organisé ton travail pendant le protocole? Donc je suis à mon compte, donc j'ai pu m'arranger comme je voulais. En plus de ça, je suis associée avec mon mari qui pouvait prendre le relais et j'ai essayé au maximum d'adapter mon énergie au travail. Donc dès que j'avais de l'énergie, par contre, j'y allais, je bossais beaucoup et dès qu'en fait je sentais que j'étais fatiguée, je ne forçais pas, je faisais le strict minimum et je déléguais. J'ai beaucoup de chance d'avoir mon mari, une super équipe et je sais que cette chance malheureusement on n'est pas toutes à l'avoir. On continue avec les questions sur le couple et entourage avec la question comment ton conjoint a vécu ce parcours. C'est quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ses émotions mais j'ai l'impression qu'il était surtout là pour moi, il s'inquiétait pour moi parce que c'était moi finalement qui faisais le plus gros du travail. Il a plutôt eu un rôle de soutien, il a été patient. Vous en avez parlé autour de vous ou vous avez gardé ça pour vous? Alors tout de suite moi j'en ai parlé parce que ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, on a 32 ans, on s'est mariés, donc c'est une question qui revenait assez régulièrement. En plus de ça, autour de moi, tout le monde commence à avoir des enfants. Comme la question revenait, je me suis dit, je vais anticiper, on va dire qu'on a un parcours de PMA, comme ça évite les questions. Je trouve que moi, ça m'a fait du bien d'en parler autour de moi, même si on se sent pas toujours compris. Ça fait quand même du bien d'expliquer qu'on est dans un parcours qui est difficile physiquement et émotionnellement. Donc toujours dans la catégorie entourage et couple, il y a la question qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, donc de personnes qui ne vivent pas le parcours PMA mais qui sont proches de moi et je pense notamment à une de mes meilleures amies qui a dû m'annoncer une grossesse alors que je lui avais dit quelques jours avant que je faisais une fausse couche et je trouve qu'elle a fait ça avec beaucoup de tact. Elle a été juste, elle m'a envoyé un message pour me dire voilà, je suis enceinte mais je comprends si c'est pas une nouvelle qui va te réjouir, je comprends si tu as envie de pleurer et j'ai trouvé que c'était très bien et je la remercie pour ça, d'avoir été juste, de m'avoir prévenu tout de suite, de pas avoir fait un tabou. Et je pense aussi à une autre amie qui valide en fait mes émotions. Elle me dit toujours c'est normal que tu sois triste, c'est normal que tu sois en colère, autorise-toi à être vulnérable, à être triste et donc je la remercie pour ça. C'est surtout ça en fait, des personnes qui ont été empathiques, qui ont essayé de me comprendre et qui valident en fait le fait que je suis pas forcément au meilleur de ma forme, je dirais plutôt ça. Je continuerai avec les autres parties plus tard, on va parler du mental, des émotions, de l'hygiène de vie et voilà. Avant de passer aux parties suivantes, je vais d'abord répondre à la question où j'en suis actuellement dans mon parcours de PMA suite aux examens complémentaires, donc la grosse prise de sang avec test immunologique, l'hystéroscopie et la biopsie de l'endomètre. On n'a rien détecté d'anormal sauf pour la biopsie de l'endomètre où là on a détecté une endométrite chronique qui est une inflammation de l'endomètre qui peut causer des fausses couches et de l'infertilité. Donc j'ai pris un traitement antibiotique de 14 jours et je fais une nouvelle biopsie de l'endomètre début novembre pour vérifier que c'est bien parti. À noter que l'endométrite chronique, c'est quelque chose qui peut revenir et donc potentiellement devrait être de nouveau traité. Et une fois qu'on aura vérifié que l'endométrite chronique est bien partie, on pourra retenter un transfert. On passe à la partie mentale et émotion avec la première question. Qu'est-ce qui a été le plus difficile émotionnellement? Ça a été la première fausse couche car j'ai été enceinte pendant presque 2 mois et en l'espace de ces quelques semaines, j'ai pu énormément me projeter. Donc la chute à l'annonce de l'arrêt de grossesse a été plus brutale. Ce qui a été aussi difficile, c'est de voir physiquement mon corps changer. Comment tu gères les réseaux sociaux avec toutes les annonces de grossesse? Eh bien pendant pratiquement 1 an, j'ai supprimé les réseaux sociaux parce que à chaque fois que je voyais une annonce, ça me mettait pas forcément dans de bonnes dispositions. Donc j'ai arrêté et aujourd'hui, j'ai de nouveau les réseaux sociaux et je suis un peu plus apaisée par rapport aux annonces. Je le fais un petit peu au feeling. Est-ce que tu as des conseils pour préserver sa santé mentale pendant la PMA? Donc supprimer tout ce qui va être source d'anxiété, les réseaux sociaux, mais également les actualités, parce qu'il se passe énormément de choses dans le monde qui sont pas des nouvelles très réjouissantes, et ce n'est pas que je suis indifférente, au contraire, j'étais énormément sensible par rapport à tout ce qui se passait, et c'était pas forcément le meilleur moment pour que j'absorbe ces informations-là, donc j'ai préféré couper pendant certains temps. Et également, pour préserver sa santé mentale, je dirais ralentir, s'accorder des pauses sans culpabiliser. Si on se sent pas d'aller à certains événements familiaux, il faut pas se forcer. Ça m'est arrivé cette année où j'avais pas l'énergie, j'étais pas dans de bonnes dispositions, j'ai préféré annuler, les personnes ne m'en veulent pas car elles sont au courant de mon parcours. Ensuite, je retrouve peut aider, c'est tout ce qui va être vraiment activités qui vont te permettre de t'évader. Donc la lecture pour moi, le sport, et c'est d'ailleurs des sujets dont je parle énormément dans mes autres vidéos. On passe à la catégorie hygiène de vie avec la question est-ce que tu as changé ton alimentation pendant le protocole? Donc de base, j'ai une alimentation qui est déjà très correcte, je ne mange pas de produits transformés, je prends des petits déjeuners protéinés
protéiné salé avec des œufs et je mange très peu de sucre ou quand j'en mange, c'est souvent des produits qui sont faits maison. Est-ce que tu as pris des compléments alimentaires? Oui, j'ai pris oméga 3, magnésium, acide folique, vitamine D, vitamine C et ensuite certains autres compléments mais pas tout en même temps, coenzyme Q10, NAC. Sport, est-ce que tu as continué ou tu as arrêté? J'ai jamais arrêté complètement. À chaque fois que je pouvais faire, je faisais. Par contre, dans les périodes, par exemple, post-transfert, pas du tout de sport. Quand j'avais des douleurs, donc par exemple, quand j'ai eu le kyste ovarien, impossible pour moi de faire du sport, donc j'en ai pas fait. Quand il y avait les stimulations ovariennes, au début, je faisais. Dès que ça commençait à beaucoup trop travailler dans mes ovaires, j'arrêtais. Et par contre, je ne faisais plus du tout de sport intense, j'allais plus courir et je ne faisais plus de crossfit. Par contre, je faisais un peu de musculation et j'allais énormément marcher. Alcool, café, est-ce que tu as tout arrêté? Je ne bois pas d'alcool et de café. Donc au final, j'ai rien arrêté puisque c'est pas des choses que je consomme habituellement. Allez, on passe aux dernières questions, catégorie questions perso. Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? C'est compliqué parce qu'en même temps, je ne serais pas là, j'aurais pas autant évolué si j'avais pas eu ce parcours-là. Est-ce que certains diagnostics, certains examens complémentaires, j'aurais pu les faire au début? Par exemple, dans l'idéal, j'aurais préféré avoir les résultats de la biopsie de l'endomètre au début parce que ça m'aurait peut-être évité ces 2 fausses couches et j'aurais peut-être pu, dès le départ, traiter cette problématique-là. Ce que j'aurais aimé peut-être, c'est ne pas faire ces stimulations simples, celle de décembre et celle de janvier, puisque c'est ça qui m'a provoqué le kyste ovarien, qui m'a provoqué énormément de douleurs. Donc je dirais ça, faire les examens comme la biopsie de l'endomètre, l'hystéroscopie dès le départ, et peut-être tout de suite commencer avec la FIV comme on avait dit, et pas partir sur des stimulations simples. Ton meilleur conseil pour quelqu'un qui commence un parcours PMA, documenter son parcours, que ce soit écrire, faire du journaling, moi c'est quelque chose que j'ai énormément fait, ça m'a beaucoup aidé. Prendre des photos, je trouve que ça permet de voir son évolution et aussi d'avoir une preuve de ce qu'on a traversé. Je recommanderais aussi peut-être de ne pas tout tourner autour de la PMA, ce qui a pu m'arriver, j'étais très obsessionnelle sur le sujet et en fait non, on a une vie en dehors de la PMA et c'est important de pas tout lâcher parce qu'en fait on n'a que la PMA en tête et accorde-toi des pauses parce que c'est grâce aux pauses que ton parcours va mieux se passer. C'est quelque chose que je n'ai pas fait et peut-être que ça aussi, c'est quelque chose que je regrette, c'est pas enchaîner, peut-être juste parfois prendre un mois de pause et revenir, je pense que ça peut faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans ce parcours? En fait, les aspects positifs. Ça renforce énormément le couple parce que c'est notre bataille à nous. On vit des moments quand même particuliers, difficiles. Toutes les hospitalisations, j'en ai eu 4 au total. Les examens, ça je n'ai pas compté. Et c'est tellement absurde que dans l'absurdité, on se rapproche énormément, on se soutient et que l'amour, ça se renforce dans ces moments difficiles. Et comme je disais, tout ce qui va être évolution personnelle. Parce qu'en fait, quand t'es pas bien d'un point de vue santé, ta seule priorité, ça devient ta santé et toi-même. Et peut-être que certaines choses qui avaient de l'importance avant, ça a plus tellement d'importance. Je disais tout à l'heure, le regard que les autres peuvent avoir sur moi, leur jugement, en fait, ça avait tellement plus d'importance. J'étais dans un mode survie où il fallait juste que je traverse ces mois de brouillard. C'est pas plus mal parce que enfin, je me suis libérée de ça. J'ai aussi mis ma santé en priorité, encore plus qu'avant. Comment tu te projettes pour la suite? J'ai beaucoup d'espoir. Comme on a trouvé peut-être la source, je vais plus faire les mêmes erreurs et je veux plus sacrifier certaines choses pour le parcours PMA. En fait, je veux que ce soit du bonus. Et un dernier mot pour celles qui te regardent et qui sont en parcours. Chaque parcours est différent. Là, c'était mon parcours à moi. Il y a eu certaines choses qui se sont passées. C'est pas le cas pour tout le monde. Gardez espoir. Prenez ça comme expérience qui va être compliquée, mais qui va aussi permettre à votre couple de se renforcer si vous êtes en couple, à vous-même d'évoluer, de devenir encore une meilleure version de vous-même. Videz-vous la tête, ralentissez, faites des choses que vous aimez et surtout, prenez soin de vous. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Ça n'a pas été facile à filmer, mais j'espère que ça aidera à y voir un petit peu plus clair dans le parcours. Et je tenais à vous remercier parce qu'on n'est pas nombreuses, vous êtes un peu plus de 50 à me suivre, mais j'ai reçu des messages et des commentaires adorables. Je vais même tout à l'heure boire un thé avec l'une d'entre vous. Ça me fait énormément plaisir et ça me pousse aussi à continuer. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire parce que ça me soutient. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!